Le gouvernement israélien est en ce moment confronté à une opposition d'une intensité vraiment rare. Et cette opposition, attention, elle ne vient pas de l'extérieur. Non, elle vient de l'intérieur même de la société. On assiste à une contestation qui se joue sur trois fronts bien distincts. D'abord, il y a l'angoisse, très personnelle, très brute qu'on voit dans la rue. Ensuite, les attaques politiques très vives au sein même du Parlement. Et enfin, des batailles idéologiques féroces qui se déchaînent en ligne. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble ces trois visages d'une nation en pleine crise. Cette phrase, elle est d'une puissance incroyable. Et ce qui est frappant, c'est qu'elle ne vient ni d'un politicien, ni d'un expert. Non, elle a été criée par la mère d'un otage en face à face avec un ministre du gouvernement. Ça vous montre bien la douleur personnelle, brute, qui est en train d'alimenter une pression émotionnelle absolument explosive à l'intérieur du pays. On est vraiment là au cœur battant de cette crise interne. Et cette phrase, au fond, elle nous mène directement à la structure de ce décryptage. La pression, comme on le voit ici, elle vient de trois directions à la fois, trois fronts qui sont liés. On a le cri qui vient de l'intérieur, c'est l'angoisse des familles, l'acte d'accusation de la Knesset qui représente la fracture politique, et enfin, le jugement du monde, c'est-à-dire le débat mondial sur les actions d'Israël. Allez, on va explorer chacun de ces fronts en détail. Alors, commençons par le premier front, et c'est sans doute le plus humain, le plus viscéral de tous. Ici, on ne parle pas de politique abstraite ou de débat théorique, non. Il s'agit d'un combat désespéré pour la vie même de leurs proches. C'est une lutte qui se déroule au grand jour, sous les yeux de tout un pays. Il faut vraiment imaginer la scène. On a des familles qui ne se contentent plus de manifester pacifiquement. Maintenant, elles bloquent les accès aux ministères, elles interpellent les ministres directement dans la rue. Leur chagrin, leur frustration, tout ça a littéralement débordé. Ça s'est transformé en confrontation directe, brute, sans aucun filtre. Elles ont le sentiment d'être ignorées et leur patience est complètement à bout. Pour elles, c'est simple. Chaque minute qui passe est une question de vie ou de mort. Alors, qu'est-ce qu'elles demandent, concrètement ? Leurs objectifs sont très directs, très clairs, mais politiquement, c'est une bombe. Premièrement, la transparence. Elles veulent qu'on dise la vérité au public parce qu'elles ont peur qu'on leur cache ce qui arrive vraiment à leurs proches. Deuxièmement, et ça c'est le point crucial, elles exigent qu'un accord pour libérer les otages devienne la priorité numéro 1, avant tout objectif militaire ou politique. Et ça, bien sûr, c'est un défi frontal à la stratégie de guerre du gouvernement. Et troisièmement, elles réclament la fin de ce qu'elles voient comme une inaction politique qui paralyse tout. Et quand on regarde de plus près leurs accusations, on comprend la profondeur de leur sentiment d'abandon et même de trahison. Elles parlent de mépris direct, elles vont jusqu'à traiter certains ministres de clowns. Elles exigent la vérité face à ce qu'elles considèrent comme des mensonges. Et elles rejettent en bloc tout compromis politique. Pour ces familles, une seule chose compte, le retour des otages vivants. Point. Et cet impératif moral est en train de se transformer en une véritable force politique impossible à ignorer. Maintenant, on quitte les cris poignants de la rue pour aborder notre deuxième front. Et là, on change complètement de décor. On entre au cœur même de la démocratie israélienne, la Knesset, le Parlement. Ici, ce n'est plus la rue qui parle, mais bien l'opposition politique, de manière très officielle. Et là, en pleine session parlementaire, une députée, Nahama Lazimi, se lève. Elle pointe du doigt le Premier ministre et elle prononce cette phrase « Je vous accuse ». Attention, ce n'est pas juste un discours d'opposition comme un autre. Politiquement, c'est une attaque frontale, très solennelle, dont le but est clair. Saper la légitimité du gouvernement en le tenant pour directement responsable de ce qu'elle décrit comme une série d'échecs historiques. La stratégie politique derrière ces 5 points, elle est très claire. Il s'agit de construire le récit d'un échec total. L'accusation fait un lien direct entre les politiques passées, comme le fait d'avoir, selon elle, financé le Hamas et le massacre du 7 octobre. Ensuite, elle élargit le propos à des thèmes comme la division du pays et la corruption, ce qui suggère une sorte de faillite morale. Et, point absolument crucial, elle fait directement écho à la douleur des familles en accusant le gouvernement d'avoir tout simplement abandonné les captifs. C'est donc un acte d'accusation très structuré qui vient cette fois-ci des couloirs même du pouvoir. On arrive maintenant à notre troisième et dernier front. Et celui-là, il se joue principalement en ligne. C'est une guerre idéologique féroce. Et cette bataille, elle est particulièrement intense parce qu'on dépasse la simple politique. On touche à la définition même de ce qu'est ce conflit. C'est une véritable lutte pour le contrôle du récit, à la fois moral et juridique, et ça a un impact énorme sur l'opinion publique dans le monde entier. Au cœur de ce débat en ligne, on trouve un cas de pensée bien précis, les 10 étapes du génocide. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un outil d'analyse qui a été développé par des universitaires pour étudier des événements passés, comme l'Holocauste ou le génocide Rwanda. Et c'est vraiment essentiel de comprendre que ce n'est pas une définition juridique. Mais voilà, en ligne, ce cadre est devenu un outil argumentatif très puissant, utilisé par ceux qui critiquent les actions d'Israël pour structurer leur discours. Et ça, bien sûr, ça déclenche un débat particulièrement enflammé. On voit ici comment ce cadre est appliqué concrètement. Les discussions, elles se cristallisent sur des étapes bien spécifiques. Des mots comme déshumanisation ou extermination deviennent les principaux champs de bataille de l'argumentaire. Pourquoi ?
parce qu'il touche directement à la question hypersensible de l'intention derrière les actions qui sont menées. Regardons un exemple concret pour voir comment ça se passe. Sur l'étape de déshumanisation, un camp va mettre en avant la déclaration d'un officiel qui a parlé d'animaux humains. En face, l'autre camp répond que cette phrase a été sortie de son contexte et qu'elle visait le comportement du Hamas, pas un peuple entier. Autre exemple, sur l'extermination. Le bilan humain, très lourd, est présenté comme une preuve. La contre-argumentation, elle, va se focaliser sur les avertissements qui sont donnés avant les frappes en disant que c'est une pratique incompatible avec une intention de génocide. Au final, on assiste à une sorte de dialogue de sourds où chaque fait est interprété de manière radicalement différente. Et tout ça, au fond, nous ramène toujours à la même question qui est le cœur du débat, la question de l'intention. D'un côté, l'argumentaire du génocide se base sur l'ampleur des destructions et sur certaines déclarations. De l'autre côté, l'argumentaire de la guerre contre le Hamas insiste sur le fait que l'ennemi est une organisation terroriste, pas un peuple, et que les efforts pour avertir les civils prouvent qu'il n'y a pas d'intention génocidaire. Et cette intention, c'est l'élément clé dans la définition juridique du génocide. Et ce qu'on voit là illustre parfaitement ce choc des récits. Ce sont en fait deux langages complètement différents pour décrire une seule et même réalité. D'un côté, on a le vocabulaire de la punition collective, de la déshumanisation. De l'autre, on entend parler de boucliers humains, de légitime défense. Et évidemment, le choix des mots n'est jamais neutre. Il façonne entièrement la perception que l'on a de la guerre. Alors si on met toutes ces pièces ensemble, la pression personnelle, la pression politique et la pression idéologique, il y a une image très claire qui se dessine. C'est celle d'une nation prise dans ce qu'on pourrait appeler une tempête parfaite, une nation qui arrive à une croisée des chemins absolument décisive pour son avenir. La pression qui pèse sur les dirigeants israéliens ne vient donc pas d'un seul côté, c'est ça la clé. C'est une véritable tempête parfaite, parce que ces trois fronts s'alimentent mutuellement. Le chagrin des familles dans la rue, ça donne du poids et de la légitimité aux accusations politiques au Parlement. Et ces deux dynamiques internes sont ensuite amplifiées, décuplées par le débat mondial acharné qui divise l'opinion. Et toutes ces divisions internes qui sont extrêmement profondes nous montrent une chose. Même quand la guerre à Gaza se terminera, ce ne sera pas la fin de l'histoire. Bien au contraire. Ce sera probablement le début d'un examen de conscience qui s'annonce très douloureux pour Israël. Un examen de conscience sur son leadership, sur sa politique et finalement sur sa place dans le monde. La question qui reste en suspens est immense. Quand un gouvernement fait face à une opposition aussi puissante, qui vient à la fois de son propre peuple, de mères en deuil, de ses rivaux politiques et d'un public complètement fracturé, comment peut-il ne serait-ce que commencer à dessiner un chemin vers l'avenir ? C'est ça le défi fondamental et peut-être même existentiel auquel Israël est confronté aujourd'hui.